Avec leur livre Les prédateurs au pouvoir, le sous-titre c'est Main basse sur notre avenir, les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui sont en couple, comme leur nom l'indique, et qui travaillent depuis maintenant les années 80, il me semble, sur l'argent, sur l'oligarchie, sur les relations de domination entre les plus riches et les plus pauvres, nous proposent un petit livre qui est assez intéressant parce que c'est une synthèse de leur travail depuis toutes ces années. Et la thèse de ce petit bouquin, c'est de dire qu'il y a une guerre des plus riches menée contre les peuples avec l'argent pour principale arme. Donc l'argent ici avec un grand A, c'est pas l'argent que toi et moi on utilise, voilà, où on doit travailler pour en avoir, on paye nos loyers ou notre petit crédit sur la maison, etc. Là c'est vraiment l'argent avec un grand A, vu comme un système dont bénéficie l'oligarchie. Et cette situation, elle transforme les plus riches en surhommes, entre guillemets. Ça creuse en fait l'écart qu'il y a entre les plus pauvres et les plus riches. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, en introduction, on nous rappelle que l'argent est au pouvoir aujourd'hui, entre Berlusconi il y a quelques années, ou plus récemment Trump à la tête des États-Unis, ou encore chez nous, c'est quand même un banquier, un ex-banquier de chez Rothschild qui est président de notre pays. Eh bien, on est quand même une situation assez inédite, même si le couple de sociologues ne tombe pas dans le c'était mieux avant. Bien sûr qu'il y avait des conflits d'intérêts et autres choses sympathiques. Depuis les années 2000, ils constatent qu'il y a quand même du changement et qu'on a passé la vitesse supérieure dans cette course à l'argent et dans les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre le monde de la finance, le monde politique, le monde médiatique, etc. Alors plusieurs petites parties nous sont proposées dans le livre pour illustrer cette idée. Donc d'abord, on nous parle des profits du réchauffement climatique. La thèse, c'est de dire que le système capitaliste se nourrit des crises qu'il engendre lui-même. Donc là, un des exemples qui est donné, c'est celui du droit à polluer, notamment par ce qu'on appelle les crédits carbone. Un crédit carbone, c'est l'équivalent d'une tonne de gaz carbonique, donc de CO2. Et chaque entreprise se voit dotée de quotas de pollution, donc via ces crédits carbone. Et chaque crédit a un prix. Sauf que ce prix, il n'est pas fixé par les États, il est fait en fonction de l'offre et de la demande. C'est un vrai marché. Les entreprises, du coup, ont le choix entre soit investir pour que finalement ils puissent moins polluer, ou alors acheter des droits supplémentaires à polluer. Et ce marché, il est alimenté par des entreprises qui, elles, par nature, ne sont pas polluantes, et revendent donc leur crédit carbone aux entreprises qui en ont besoin. En 2006, le cours de ce marché est passé de 30 € à 1,30 €. Il y a une véritable chute, et forcément un prix aussi bas n'incite pas les entreprises polluantes à investir massivement pour être moins polluantes, puisqu'elles peuvent acheter des droits à polluer pas cher. La deuxième partie, elle est nommée « L'argent au service de l'oligarchie égale le totalitarisme ». Là, on nous dit que l'argent est une nouvelle arme et que ça a remplacé finalement les canons et la mitraillette. Et cette arme, elle permet d'attaquer les droits sociaux, la démocratie, l'environnement, etc. Mais là où cette arme est vicieuse, c'est qu'elle est invisible, ou en tout cas rendue invisible. C'est ce qu'ils appellent la pensée unique, c'est-à-dire, tu sais, un peu le discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, ni de droite ni de gauche, être pragmatique, c'est-à-dire en fait tout le discours politique qu'on nous impose comme quelque chose de naturel finalement. C'est pas un choix politique, c'est pas un choix d'idées, c'est quelque chose qui va de soi. Donc comment veux-tu contester ça ? Et cette violence invisible, elle est essentiellement due à cette nouvelle aristocratie française qui finance les politiques et les médias. Donc notamment, on a une liste des multimillionnaires de France qui achètent les plus grands médias pour anéantir toute réflexion un petit peu contestataire. Alors ensuite, une autre partie qui est nommée l'identité mondiale du capitalisme financiarisé. Là, on nous dit que les riches sont passés d'une identité nationale à une identité mondiale. Dans quasiment tous les pays, de nombreux riches ne sont pas forcément d'accord avec leur système fiscal, par exemple, et du coup envisagent ou le font carrément de prendre la nationalité d'un autre pays qui est moins regardant à ce niveau-là. Et le couple de sociologues nous rappelle que la fraude fiscale, c'est en France entre 70 et 80 milliards d'euros par an, ce qui est un montant mais juste considérable, alors qu'on nous rabâche sans cesse dans les médias la dette, le trou de la sécu, etc. Alors que la fraude fiscale est quelque chose de bien plus important en termes purement monétaires. Alors ensuite, les deux sociologues nous parlent de cas plus concrets et puis un peu rentre dedans. Ils nous parlent de la famille Le Pen, de la famille Fillon aussi, et puis de Trump.
Donc pour la famille Le Pen, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont menées sur cette famille, sur par exemple la sous-évaluation de leurs propriétés, et puis des enquêtes sur des soupçons d'emplois fictifs, sur des financements de campagne, voilà, avec des poursuites judiciaires à la clé. Ensuite, pour la famille Fillon, moi je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment l'historique de cette affaire. Donc on nous dit d'abord que dans ce système-là, il n'y a pas forcément de choses illégales. En tout cas, on joue beaucoup avec les règles. Par exemple, quand Marc Joulot, qui est un proche de François Fillon, est devenu député de la Sarthe à la place de François Fillon, il a augmenté le salaire de Pénélope Fillon, sa compagne, de 52%, ce qui du coup représentait 80% de l'enveloppe globale pour payer ses assistants parlementaires. Mais ça, c'est légal, parce que comme c'était plus François Fillon le député, mais Marc Joulot, eh bien la loi de 96 qui interdit à un député de verser plus de 50% de son enveloppe à un collaborateur de sa famille, et ben là ça sautait du coup, puisque c'était plus Monsieur Fillon, mais Marc Joulot, donc quelqu'un qui n'est pas de la famille. C'était pas illégal de faire ça. Donc tu vois bien qu'ici, il y a des choses qui sont quand même assez fines et qu'on ne nous expose pas trop dans les médias. Bon, on va passer à autre chose. Et ce autre chose, eh ben, ça va être Trump, qui est, selon les sociologues, le symbole de l'argent sans foi ni loi. Et c'est vrai qu'il a fait quand même sa campagne électorale contre les banquiers, les élites, il était quand même assez rentre-dedans par rapport à ces gens-là. Et une fois arrivé au pouvoir, il a nommé en fait plein de personnes de Goldman Sachs dans des emplois très haut placés. Quelques jours après son investiture, Donald Trump a signé 2 décrets pour déréguler le monde de la finance. Ces règles avaient été mises en place après la crise financière de 2008, mais tu comprends bien qu'avec tout cet entourage, ces 2 décrets venaient à point nommé pour déréguler à nouveau. Et l'effet a été immédiat, il y a un chiffre qui est assez rigolo. Suite à ces 2 décrets, les ventes de Rolls-Royce ont augmenté de 42% entre novembre 2016 et janvier 2017. Pourtant, Donald Trump s'est quand même fait élire grâce aux victimes de la crise des subprimes. Donc la crise des subprimes, en résumé, c'est les pauvres Américains qui ont contracté des crédits pour se payer des choses diverses en hypothéquant leur maison. Et malheureusement, ce qui est écrit peut-être en tout petit, voire pas écrit du tout, c'était que les taux de ces crédits étaient variables et ces taux ont augmenté mais de façon juste hallucinante, ce qui fait que bon nombre de ces Américains n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Et quand ils ne pouvaient plus rembourser, c'est simple, la banque qui avait donné ce crédit pourri récupère la maison, donc vire tout simplement les gens de chez eux. Alors après, une autre partie, c'est sur la vente des armes qui se fait au détriment de la paix. Les politiques nous assènent un discours de lutte contre le terrorisme, mais il y a un vrai conflit d'intérêts qui se joue. L'exemple qui est pris ici, c'est celui de l'Arabie Saoudite, qui passe des partenariats avec la France, avec les États-Unis, alors que ce pays finance les sunnites de Daesh, qui sont à l'origine des attentats qu'on a connus en France et aux États-Unis. Mais les sociologues vont plus loin, ils nous montrent aussi qu'il y a un pacte entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite depuis 1945. Donc ce pacte avait une durée de vie de 60 ans, donc jusqu'en 2005. Ce pacte, en gros, c'était les États-Unis protègent militairement l'Arabie Saoudite, et en contrepartie, les États-Unis ont un accès privilégié à l'exploitation du pétrole du pays. Et malgré les liens évidents entre l'Arabie Saoudite et les attentats du 11 septembre, George Bush a renouvelé en 2005 ce contrat, et donc il y a 60 nouvelles années, depuis 2005, de pacte entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien ici que les intérêts du pétrole sont quand même au-dessus des intérêts de la population et de la sécurité nationale, contrairement à ce qui nous est affiché dans les médias. Alors en disant tout ça, du coup, on peut se dire oui, mais c'est quoi? C'est des sociologues ou c'est des théoriciens du complot comme on voit un petit peu sur Internet? Alors ce qui nous explique ici, et je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que la théorie du complot ne sert à rien. La théorie du complot, c'est juste du décervelage, de l'aveuglement sur une réalité qui est pourtant objective et objectivable. Et cette réalité, c'est qu'il y a une classe sociale qui existe. Alors je sais, classe sociale, ça fait vieux, ça fait marxiste, ça fait tout ce que tu veux, mais quand on regarde ce que c'est une classe sociale, en soi et pour soi, pour reprendre Marx, donc en soi ça veut dire qu'elle existe objectivement, et pour soi ça veut dire qu'elle existe subjectivement, donc elle s'alimente, qu'elle a la conscience d'appartenir à cette classe, qui a un réseau, qui a un carnet d'adresses bien rempli, etc. Et cette classe sociale, c'est ce qu'on appelle communément l'oligarchie, qui est composé des politiques mondiaux, des médias, des grands groupes financiers. Et donc il n'y a pas besoin de tomber dans la théorie du complot pour expliquer les inégalités. Il suffit juste de reprendre notre bon vieux Marx et de voir que la théorie des classes sociales, elle est plus d'actualité que jamais.
Et une des armes que possède cette classe sociale dominante, c'est le langage. Le langage, finalement, c'est une arme, au même titre que l'argent, parce qu'on arrive à nous faire passer pour un progrès social collectif, toute cette nouvelle idéologie basée plus sur l'individualisme, avec des phrases toutes faites comme, là je cite Emmanuel Macron pendant sa campagne, rencontrer notre esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle. Esprit de conquête, bâtir, France nouvelle, on a vraiment des mots positifs qui sont utilisés, il n'y a jamais de mots négatifs. Et du coup, c'est difficile de s'opposer à ça, parce que si tu t'opposes à ça, bah, tu passes pour quelqu'un d'archaïque, qui défend un système qui n'existe plus, alors qu'il faut questionner les mots qu'il y a derrière ces belles phrases. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire pour nous? C'est un peu 1984 de George Orwell finalement, mais en plus moderne. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un parti unique, comme dans le roman, mais il s'agit d'une pensée unique, qui est partagée voilà, par les médias, par les politiques, etc. Alors ensuite, dans une autre partie, qui est appelée L'argent sang de l'humanité, et ben en fait, le titre n'est pas forcément dit au sens figuré, mais même au sens propre, parce que depuis la crise des subprimes, justement, aux États-Unis, il y a un véritable business du sang. Il y a beaucoup d'Américains qui vendent pour 60$ chaque semaine 2 litres de leur sang, parce que bah, ils ont vraiment plus de thunes, donc ils sont obligés de faire comme ils peuvent. Et donc il y a un business qui s'est créé autour de ça, et il y a 4 firmes qui partagent un petit peu ce nouveau business. Et ce qui moi m'a choqué, c'est carrément, en fait, il y a des bornes électroniques qui prélèvent le sang, c'est pas un médecin qui fait ça. Il y a un parallèle évident avec les vaches dont le lait est tiré par des machines, qui est, je trouve, choquant au plus haut point. Là, il y a une vraie violence symbolique, je trouve. Bah, on nous traite en fait comme du bétail. Alors, en guise de conclusion, on nous indique que cette guerre des classes invisible peut être combattue. Et nos premières armes, ce sont la connaissance et la compréhension de ces rapports justement entre classes sociales. C'est le fait qu'on se réveille un petit peu et qu'on se rende compte de ce qui se passe sous nos yeux. Après, il ne parle pas forcément de révolution, de prendre les fourches et d'aller à l'Élysée. En tout cas, la première étape, elle est quand même intellectuelle, elle est aussi individuelle. C'est de chercher à comprendre et ça passe peut-être par le fait d'arrêter de regarder BFM TV et peut-être de lire plus de bouquins comme celui-là.